Bonjour à vous, bienvenue sur cette table ronde consacrée au challenge de l'IoT. L'Internet des objets soulève autant de passions que de questions. Interopérabilité entre des machines de génération et de technologies différentes, cybersécurité dans les transmissions, harmonisation et traitement de données massives. Voilà quelques-uns des défis technologiques du secteur. L'industrie investit argent et R&D dans le déploiement d'objets connectés pour améliorer sa performance, sa réactivité, sa productivité. Et nous allons avoir 3 retours d'expérience passionnants grâce à nos invités. Alors, bonjour Jonathan Baumel. Vous êtes donc ingénieur produit chez JPB System. C'est ça, tout à fait. Thierry Dano, bonjour. Vous êtes bonjour. Expert leader industrie 4.0 chez Renault. Tout à fait. Et Jean-Baptiste Berger, bonjour. Pierre-Yves Berger. Pierre-Yves Berger, excusez-moi. Vous êtes donc Strategic Business Developer Director chez ST Microelectronics. Exactement. Bonjour. Excellent. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous. Donc, on va évoquer ce domaine, cet écosystème de l'IoT. Peut-être, Thierry Dano, je commence avec vous, tout simplement. Ces 3 lettres IoT, on les retrouve de plus en plus dans des contextes différents. Chez un grand constructeur international comme Renault, qu'est-ce qu'on met derrière ces 3 lettres en termes de produits, de solutions, de champs d'application ? C'est un vaste sujet, en fait. Si on parle de l'IoT, en fait. Alors déjà, nous, on va parler de l'Internet des objets industriels, IoT, qui est une partie un peu spécifique, là, où on retrouve finalement beaucoup de données process. Et quand on parle de l'industrie du futur, en fait, c'est un des enjeux, c'est de pouvoir collecter de nombreuses données qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Et on va aller dans les détails très fins de typologie de données avec des fréquences élevées, des technologies nouvelles qu'on implémente. Et puis, il y a un enjeu de scalabilité qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que quand on a, comme Renault, 35 000 machines dans notre parc et qu'on veut les connecter, on veut en connecter au moins 70%. Vous imaginez l'enjeu qu'il faut avoir. Donc, la standardisation devient un maître mot, en fait. D'accord. On va évoquer cette standardisation qui est quand même un sujet clé, quand même, d'après les chiffres que vous évoquez, quand même, on se dit 35 000 machines, 70%. Avec des générations différentes, des langages différents, des protocoles différents. Exactement. Et puis une multitude de fournisseurs de machines qui n'ont pas forcément les mêmes histoires et les mêmes approches. Donc comment on aligne tout ça pour que tout le monde parle le même langage et tout le monde parle la même structure de données, en fait. C'est ça l'enjeu majeur qu'on a. Bon, on va évoquer ça tous ensemble. Je me tourne vers vous. Alors, donc là, chez JPB System, vous êtes sur tout ce qui est... on va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Oui, vous adressez 4... non, vous êtes... Vous voulez que je reprenne peut-être? Oui, non, mais voilà, vous êtes ingénieur produit donc chez JPB System et vous êtes sur tout ce qui est puce électronique, puce... Alors, pas tout à fait. Non, chez JPB System, à la base, nous, on est des mécaniciens, des purs et durs. On conçoit et fabrique des pièces pour la sécurisation des ensembles vissés des moteurs d'avion. Donc, originalement, les pièces de JPB, ce sont des bouchons endoscopes. Sur les moteurs d'avion, en fait, vous avez ce qu'on appelle des ports endoscopes un peu partout. Donc, ce sont des perçages taraudés, tout simplement, qu'on vient contrôler lors des phases de maintenance. Donc, on vient y passer une caméra endoscopique pour contrôler l'intégrité du moteur. Et lors des phases de vol, on vient monter ces bouchons, du coup, pour obturer du coup ces passages. Donc, originalement, JPB, nous, on fabrique ces pièces-là qui ne se desserrent pas, en fait, sous les vibrations du moteur et les dilatations thermiques. Exactement. Voilà, on verra les slides tout à l'heure. On va aller voir également. Donc ça, on va y revenir sur votre présentation. Voilà. On y arrive. On est sur. Voilà. On va découvrir peut-être ces produits-là que vous évoquez. Donc tout ce qui est pièces de liaison. C'est ça, donc là c'est une vidéo du bouchon original qui avait été installé donc, début des années 2000 sur le CFM56, donc le moteur de la 320 original. Donc c'est le bouchon qui a démarré l'aventure JPB. À l'époque, JPB, en fait, il faut savoir que c'était un produit, un moteur, 2 employés,
et 1 million d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo. Aujourd'hui, on va plutôt parler les chiffres 2019, ce sera peut-être plus représentatif. JPB, c'est 120 employés, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires et quelque chose comme 500 ou 600 références. Et donc on installe sur tous les moteurs actuellement en fait en production. Donc c'est une croissance assez phénoménale, c'est de l'hypercroissance même, on peut parler à ce niveau-là. Et justement, pour pouvoir répondre à cette croissance folle, une des voies, une des solutions qui a été développée, ça a été de robotiser, d'automatiser et de récupérer le plus de données possible dans notre chaîne de production et cette donnée de la revaloriser pour pouvoir optimiser notre fabrication. Alors, on va en parler beaucoup de la donnée, parce que c'est un enjeu quand même très fort de l'IoT. On le voit, ça va être un mix finalement d'objets qui sont, comme on le voit ici, très techniques, très mécaniques, on va dire. Et puis, on aura toute cette dimension data avec, bien sûr, la couche numérique qu'on va ajouter. Alors, je vais juste mettre ici, hop. Voilà, chez STMicroelectric, vous ciblez 4 marchés finaux qu'on va évoquer dans ce... Je vous donne la parole. Alors, STMicroelectronic, on a aussi effectivement nos propres problématiques d'IoT industriel. On rajoute nous aussi le petit industriel à IoT. Mais on est aussi un fournisseur de composants électroniques qui sont des briques de base aujourd'hui pour faire tous ces capteurs dont JPB peut avoir besoin, dont Renault peut avoir besoin pour mesurer des informations et remonter de la donnée. STMicro, c'est une société globale, on est à 46 000 employés dans le monde à peu près, dont 10 800 en France avec avec 3 usines principales en France et 6 000 personnes en production. Et donc on adresse 4 marchés principaux aujourd'hui que sont l'automobile pour supporter toutes les dynamiques de mobilité intelligente aujourd'hui, que ce soit l'électrification des véhicules, l'autonomisation des véhicules, l'industriel avec une variété d'applications pour nous, c'est un milieu très fragmenté, on en reparlera probablement. Et puis on adresse aussi l'électronique personnelle, que ce soit vos téléphones, vos ordinateurs par exemple, et les équipements de communication et la 5G dont on parle beaucoup ces temps-ci. La 5G qui est clairement au début dédiée à l'industrie. On essaie de la traîner vers le grand public, mais au départ, c'est justement l'IoT qui va profiter peut-être de ces nouvelles capacités de connexion, d'interopérabilité entre les machines. Vous pensez la même chose ? Alors moi, je pense que la 5G peut avoir une place dans la partie industrielle, parce qu'on parle de capteurs, de plus en plus de capteurs connectés. Bien sûr. Alors il y a des grands défis autour de la 5G, parce que en fait, la 5G, c'est un support de communication. Et à mon avis, il y a tout un travail de standardisation aussi à mettre en avant autour de la 5G pour avoir finalement un écosystème qui soit intégrable directement dans le monde industriel. C'est important parce que quand on commence à parler finalement de connecter des capteurs avec des machines, avec un certain nombre de choses, si on ne parle pas tous le même langage, à un moment, ça va être très compliqué. Alors justement, on va revenir au début de la présentation. Vous aviez un exemple à nous montrer justement de développement que vous faites chez Renault. On va revenir donc à un besoin, une situation, et il faut vraiment faire coïncider tout ça. Il y a en même temps des demandes de la part du public, de tout. Il y a une situation technologique aujourd'hui. Et donc, comment vous osez retrouver là-dedans ? Je vais essayer de faire court, parce que si vous me lancez dans le sujet-là, je peux aller très très loin, je peux aller très loin. Non, je vais essayer de faire court. En fait, le besoin, il est parti. En fait, on avait lancé une initiative digitale en 2016 dans une usine particulière qu'on avait centrée sur voir comment on pouvait avancer. Et en fait, on a fait venir un certain nombre de fournisseurs. Et en fait, au final, on a été très déçus des résultats qu'on a obtenus, parce qu'en fait, on avait beaucoup de fournisseurs, beaucoup de technologies. Et en fait, peu de fournisseurs qui avaient la compréhension du monde industriel. On avait des gens comme IBM et d'autres là. Et en fait, à un moment, il est venu le débat de la coexistence des données. C'est pas parce qu'on récupère de la donnée qu'on sait la traiter facilement, parce qu'il y a une compréhension du monde industriel qui est très importante. Et puis finalement, ce débat-là, en fait, on est parti, on a avancé, et puis on a commencé à filtrer ou commencé à essayer de récupérer qui était intéressé par la donnée. Et puis là, vous avez finalement à l'écran les grands utilisateurs qu'on avait découverts, en fait, la qualité, parce qu'on parle de traçabilité,
On parle de renforcement de la régulation autour du véhicule connecté, en fait, du véhicule autonome. Et donc, on est obligé de fournir un certain nombre d'éléments autour de la traçabilité. Et on a le métier énergie avec des enjeux sur les consommations, sur la visibilité sur ce qu'on consomme, et puis comment on peut travailler sur la diminution de la consommation d'énergie. La maintenance, alors si vous voyez tous les stands dans le salon, vous voyez bien que la maintenance, c'est aussi, on parle de maintenance conditionnelle, maintenance prédictive, et puis beaucoup d'éléments comme ça, de prise de main à distance. Voilà, beaucoup d'éléments. Et puis après, la partie automatisation. Quand on parle d'automatisation, on veut avoir aussi une visibilité finalement sur ce que vous avez comme composants qui composent une machine, avoir des états des lieux, des inventaires automatisés, alors qu'aujourd'hui, on est obligé de passer sur les machines individuellement pour savoir comment elles sont constituées. Vous avez plein d'éléments. Et puis finalement, cet écosystème-là, en fait, quand on a tracé un petit peu, on s'est aperçu que tout le monde voulait les mêmes données. Donc il était intéressant d'aller travailler sur une convergence de tous ces modèles-là pour obtenir finalement un écosystème structuré et qui permettait d'imaginer demain d'avoir plein d'utilisations de la donnée. Et puis ce qu'on s'est aperçu avec le temps aussi, c'est que plus on avançait dans le temps et plus les technologies de communication, c'était finalement secondaire. Et ce qui était intéressant, c'est d'avoir un dictionnaire unique et une structure unique de façon à pouvoir parler de la même langue pour tout le monde en fait. Une nomenclature, ça vous parle ça? Alors, et au-delà de ça, je partage un certain nombre des constats que M. Dano vient de présenter. Il y a quelque chose sur lequel nous, on a été beaucoup impliqués, on essaie d'aider nos clients, c'est cet aspect fragmentation que vous avez évoqué au début dans l'écosystème. Quand un certain nombre de nos clients veulent faire des projets IoT ou IoT, il y a effectivement un certain nombre d'acteurs à impliquer dans la boucle pour faire un capteur, transmettre les données quelque part, processer ces données et en tirer une valeur métier qui est souvent à standardiser, uniformiser, etc. pour pouvoir l'exploiter. Et effectivement, c'est une des difficultés aujourd'hui qu'il y a sur le marché, ou qu'il y avait en tout cas dans les années passées. Et de plus en plus, pour essayer d'adresser ces problématiques-là, les acteurs de la chaîne de valeur essayent de s'associer. C'est ce que nous faisons chez ST. On travaille sur des sujets communs dans le cadre de la Software République, avec Renault notamment, par exemple. Et nous avons aussi d'autres initiatives, comme, pour n'en citer qu'une seule, l'IoT Continuum, qui est un partenariat entre un opérateur télécom, Orange, un fabricant d'objets connectés, La Croix, et des fournisseurs de solutions électroniques que sont ST et Sierra Wireless, qui aident justement nos clients à packager, à regrouper un certain nombre de ces solutions pour les rendre plus faciles à utiliser, à déployer, et à faire en sorte que tous ces projets IoT qu'on essaie de démarrer, on les transforme et ils passent vraiment à l'utilisation. À l'échelle, il y a un passage d'échelle. Il y a des fois, ça marche dans le labo, on se dit tiens, ça va fonctionner. Et après, il y a un déploiement derrière qu'il faut assumer. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est tout. Alors, je ne sais pas s'il veut. Ouais. Donc en fait, oui, un des débats, c'est la scalabilité de l'ensemble. C'est primordial aujourd'hui. En fait, souvent, on a vu beaucoup d'initiatives qui se sont arrêtées à la logique de POC, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à passer à l'échelle. Parce que en fait, le POC, vous avez tendance à partir d'une typologie de machine, mais en fait, ça s'adresse qu'à une machine. Et quand vous regardez votre parc ou votre diversité finalement de fournisseurs, votre diversité de technologies, vous n'arrivez pas à passer à l'échelle. Et donc, en fait, il faut avoir un moment une réflexion et de se poser, de se dire finalement c'est quoi demain ce que je veux faire. Est-ce que je veux avoir de la donnée pour tous ou finalement de faire ne servir qu'un seul client. En fait, vous avez finalement à l'écran les typologies. Est-ce que je vais faire un écosystème pour le MES? Est-ce que je vais faire un écosystème pour la maintenance conditionnelle? Ou est-ce que je veux faire un écosystème global de façon à ce que je puisse répondre à toutes les problématiques de demain et de la logique finalement de edge, c'est-à-dire au pied de la machine, jusqu'à la logique de cloud. Et tout ça, en fait, finalement, comment je réfléchis ou comment je fais et comment je pose mes équations pour avoir quelque chose qui va pouvoir passer à l'échelle demain, en fait. Et passage à l'échelle, c'est dire, je peux répondre à mes besoins clients, je peux répondre à mes cas d'usage et je peux répondre à finalement d'autres problématiques technologiques d'encombrement des réseaux. Est-ce que je remonte tout, je remonte pas tout? Et tous ces débats-là, il faut les avoir. En fait, c'est important, sinon vous surdimensionnez vos équipements et vous surdimensionnez beaucoup de choses et ça coûte de l'argent en fait au final. Donc l'important, il faut avoir toute cette réflexion-là en tête pour essayer de trouver la solution miraculeuse en fait.
On a l'impression avec l'Internet et notamment l'Internet des objets qu'on va aller vers des solutions globales et finalement ce que vous évoquez c'est qu'on va être plutôt sur un peu du sur-mesure et du très 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 fin peut-être dans le déploiement des produits. Après on parlera justement de comment vous adapter. Non, vous voulez peut-être réagir Non, Jonathan. Nous notre expérience côté JPB elle est plus orientée produit que process, donc effectivement je suis un peu moins à l'aise sur ces sujets-là, mais il y a quand même des similitudes dans ce que vous dites. Vis-à-vis de la manière de monter crescendo en fait sur le produit et le détail également, donc c'est assez représentatif aussi. Et effectivement, l'aspect, je dirais, spécificité d'un capteur ou standardisation d'un capteur, c'est aussi un enjeu assez important puisque à partir du moment où on va être à chaque fois dans des capteurs spécifiques, on va être sur des capteurs qui vont être plutôt chers. L'enjeu de la standardisation, c'est aussi l'enjeu d'être capable de fournir des capteurs qui répondent à plusieurs applications, à plusieurs environnements, à un prix qui soit raisonnable et qui permette d'avoir un bon retour sur investissement quand on déploie des solutions IoT. Et c'est une des choses sur lesquelles on essaye nous aussi de travailler, puisque aujourd'hui c'est une des façons de faire en sorte que cet IoT dont on parle tous depuis maintenant de nombreuses années arrive à vraiment devenir une réalité. On a des enjeux de traitement de la donnée, il y a des données massives, il y a aussi des données qu'on ne connaissait pas avant peut-être. Non, les capteurs se développent tellement vite aujourd'hui qu'on va tout d'un coup accéder à des données qu'on ne connaissait pas avant. Ça existe ça? Il y a ça chez vous Oui, en fait, on a toutes les problématiques en fait, qu'on peut imaginer. En fait, vous avez des vieux équipements. Qui n'ont jamais été conçus pour faire de la communication. Et dans ces cas-là, en fait, la problématique, c'est de dire, je voudrais bien surveiller des paramètres. Alors, je pense à des courants de moteurs ou des choses comme ça. Et dans ces cas-là, oui, on a des besoins d'avoir des capteurs, mais qui doivent finalement avoir, comme le disait mon collègue de chez ST Micro, là, qui doivent avoir l'ambition de pouvoir se fondre dans un écosystème. Et l'écosystème, c'est un moment, on a un travail finalement dans le futur de rationalisation des solutions techniques, de façon à ne pas multiplier les solutions, parce que si vous multipliez les solutions, il vous faut les compétences en regard de ces problématiques-là, et plus vous multipliez, plus vous avez des risques de ne jamais pouvoir faire converger les données entre elles, en fait. Et ça c'est important, en fait. Quand vous voyez ce qui est affiché à l'écran, en fait, c'est pas pour rien qu'on met un standard de communication, parce que la communication, c'est un premier élément, mais derrière, finalement, c'est quand vous commencez à faire circuler des informations sur cette communication-là, si ces informations-là, elles ne s'appellent pas de la même façon, vous allez déporter le problème chez dans d'autres équipes et finalement mettre aussi à contribution des gens. Et plus vous montez dans les strates, et plus vous montez vers du cloud, et plus vous avez des compétences très élevées, et donc elles sont chères. Donc c'est comment on fait pour que la technologie, de par sa rationalisation, devienne maîtrisée en fait. Est-ce qu'on peut se servir de l'expérience qu'on a eue dans Internet avec justement des différents protocoles, des standards qui ont été mis en place, des fois exclusifs? Voilà, on peut se dire il y a un intérêt commun quand même à la transmission de données. Est-ce qu'on peut avoir une souplesse dans les standards pour qu'il y ait une communication quand même assez fluide? Ce que vous évoquez, hein, un standard qui permette, c'est vers ça que vous allez, mais c'est compliqué. Je vais les laisser parler parce que... Là-dessus, je peux intervenir, vous faire un retour d'expérience. Quand on a débuté l'industrie 4.0 chez nous, qu'on a installé donc, des robots de certaines marques, je ne sais pas si je peux citer des marques. Oui, bon, on est bon. Bon, des robots de chez Fanuc, des centres à usiner, à usinage de chez DMG Mori, des contrôles de chez Zeiss, etc. On a installé tout ça et on a voulu donc faire communiquer un peu tous ces éléments-là pour que lorsque le contrôle tridimensionnel se fait, qu'on ait des retours en fait au niveau des machines, que le robot, on a une centrale qui communique un peu de manière transverse. Et en fait, on s'est rendu compte que tous ces éléments-là, bien que très chers, sont incapables de communiquer les uns avec les autres. Et on est arrivé, en fait, il n'y a rien à faire. Donc la première chose qu'on a dû faire, c'est finalement créer un protocole de communication pour pouvoir leur permettre de communiquer ensemble et de faire ce qu'on voulait faire. Ça a été la première chose. Donc ça a été une construction extérieure. Peut-être vous voulez intervenir, Pierre-Yves, là-dessus sur une. Non, alors c'est vrai qu'on partage tous ces mêmes constats d'interopérabilité, de fragmentation technologique.
Je dirais qu'on est aussi, nous, confrontés à ce genre de problématiques avec nos clients qui, demain, quand ils veulent démarrer une nouvelle application, un nouveau projet, posent énormément de questions sur les choix technologiques à faire. On parlait de choix de communication. Il n'y a pas aujourd'hui de standard de communication qui soit, je dirais, comme Internet unique et omniprésent ou omniscient. On a plusieurs standards, plusieurs technos qui correspondent à plusieurs besoins. Et c'est valable sur l'aspect communication, mais c'est aussi valable sur l'aspect captation de l'information. Monsieur Danou parlait de capter le courant des moteurs. Aujourd'hui, on fait aussi des capteurs de plus en plus nouveaux, de plus en plus originaux, qui permettent de capter, de faire de la maintenance prédictive avec, par exemple, de la mesure de vibration, avec de la captation ultrasonore. Donc, on a une variété de technologies, une variété d'options technologiques sur lesquelles il faut faire des choix, et c'est souvent une difficulté ou un aspect sur lequel on essaie d'aider au maximum nos clients, puisque c'est par là qu'il faut passer pour avoir une solution qui soit fonctionnelle et assez interopérable dans les différents environnements industriels. Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Bien sûr. Nous, en fait, on a une ambition en fait, chez Renault, là, et partagée entre le monde de l'OT et le monde de l'IT. En fait, c'est d'avoir finalement... Alors, nous, on a fait un choix quand on parle d'un standard, comme c'est affiché à l'écran, là, en fait, on est parti sur une logique OPC-UA aujourd'hui. Et en fait, une des visions qu'on a autour de l'OPC-UA, c'est que ça devienne la logique USB qu'on a sur les ordinateurs. En fait, aujourd'hui, quand vous branchez un port USB, vous avez une auto-reconnaissance. Et en fait, cette ambition-là, on souhaite qu'elle arrive dans le monde industriel. Et donc, ça veut dire qu'un composant en OPC-UA portera son modèle et il sera capable d'exposer son modèle. Et puis derrière, on aura la visibilité de tout ce qu'il a. Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans les protocoles de type MQTT, qui sont plutôt poussés par les mondes de l'IT. Et en fait, sont pas tout à fait, et répondent pas tout à fait. En fait, ça permet de faire très rapidement des POC, parce que l'informatique maîtrise bien ces protocoles-là, mais ça ne permet pas de passage à l'échelle, en fait. Et la logique de porter son modèle est extrêmement intéressant, en fait. Et donc, dans le passage à l'échelle, il y aura aussi tout ce côté transmission avec du cloud, du VPN, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y aura cette infrastructure-là. Donc, on le voit, il y a vraiment plein de couches de réflexion qui commencent même à la construction des solutions avec c'est ça. des puces qui mettent des fois 2-3 mois pour être fabriquées. Oui, une puce, c'est tout petit, mais ça prend du temps à se fabriquer, effectivement. Et souvent, ces puces sont peut-être des éléments qui ne sont pas considérés de prime abord par les clients avec qui on discute, puisque, je dirais, la mode est beaucoup à la data, à la donnée, à comment on la traite, à qui on la traite, qui enregistre les données. Mais effectivement, ces données, il faut les générer, il faut être capable de les produire, et c'est ce que font nos composants. Et les choix qu'on fait dans les composants sont souvent aussi déterminants, parce que ils vont déterminer la façon dont l'objet qui est utilisé pour capter ces données va pouvoir fonctionner sur le terrain. Et on a une grande variabilité de possibilités. Vous avez des capteurs sur des objets qui vont peut-être fonctionner plutôt dans un milieu clos ou en indoor, à l'intérieur. Voilà, je ne trouvais plus le mot français, pardon. Qui vont fonctionner plutôt à l'intérieur. Vous avez des capteurs qui vont fonctionner plutôt à l'extérieur, qui vont être soumis à des intempéries. Vous avez des capteurs dans par exemple les industries de mesure de courant, de mesure d'eau, des compteurs par exemple. On va nous demander des capteurs qui peuvent être sur le terrain pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Et puis à l'inverse, d'autres capteurs qu'on va nous demander à être très robustes parce qu'ils peuvent être nettoyés avec des nettoyeurs haute pression dans des environnements industriels. Donc c'est une très grande variabilité et c'est une de nos valeurs ajoutées, de pouvoir aider les clients à choisir les bons composants, les bonnes technologies qui vont servir leurs besoins. Il y a une grande dimension conseil quand on avait préparé cette table ronde. Il y a ce côté-là, vous industriels, il y a vraiment une logique de conseil avant de dire tiens oui c'est possible de partir dans une aventure. Il y a un vrai travail d'accompagnement, de réflexion à mener en commun
pour aboutir vraiment à quelque chose? Moi, je veux bien répondre sur cette question-là. En fait, la démarche, en fait, il y a déjà en interne d'être sûr que tout le monde vous suit. C'est la démarche, en fait, il ne faut pas rêver. Hein, une transformation numérique, c'est une échelle de 3 ans. Hein. En dessous de 3 ans, on ne fait pas énormément de choses. On va faire des démonstrateurs, on va faire des débuts de passage à l'échelle. Mais il y a toute une réflexion de base là. Et puis, comme on est souvent dans des solutions de rupture, il est intéressant en fait d'avoir des sponsors à l'intérieur de l'entreprise. Un patron du digital, un patron du manufacturing. Voilà. Et derrière, emmener un maximum de personnes sur ces logiques-là. Et vous ne pouvez pas imaginer de mettre de la rupture sans avoir emmené un minimum de personnes dans l'écosystème. Déjà de robustifier le message, parce que c'est aussi important. Hein. En fait, au départ, vous partez avec des hypothèses. Vous avez la conviction personnelle, et cette conviction personnelle n'est pas forcément suffisante. Il faut expliquer, il faut amener un certain nombre de détails et faire entrevoir aux gens en fait, ce que ça va pouvoir ouvrir comme débat. Et nous, par exemple, dans les cas d'usage, on a commencé à connecter des machines avec une visibilité d'usage. Et puis en fait, on s'est aperçu que les gens se sont appropriés le sujet et ils ont trouvé des multitudes d'usages de la donnée qu'on n'avait pas. Mais parce qu'on a un écosystème structuré, en fait, on peut imaginer plein de choses en fait. Et le sponsorship est effectivement important puisque avec la transformation digitale, on passe d'un monde où finalement les acteurs du métier étaient bien compétents sur leur domaine, les acteurs de l'IT étaient aussi très compétents sur leur domaine. Et avec la transformation digitale, on arrive à un moment où tous ces acteurs-là doivent interagir, travailler ensemble pour trouver une solution. Et donc cet aspect sponsorship, je le partage complètement puisque c'est vraiment un élément clé pour aller au-delà du POC dont on parlait un peu plus tôt dans l'intervention, qui est souvent le point d'arrêt de ces projets de transformation digitale. Jonathan, vous l'avez vécu, justement cette cohabitation, cette collaboration étroite entre les gens du numérique et du digital et puis les mécanos purs et durs? Alors oui, mais pas en interne. C'est-à-dire que nous, on l'a vécu surtout avec notre client pour qui on développe un capteur un peu spécifique, un capteur de serrage en fait sans fil. Voilà, donc il va traquer tout simplement si votre boulon il est bien serré ou pas. Et donc on travaille en fait en partenariat avec ce client, donc Airbus Hélicoptère, depuis 3 ans maintenant. Hein, vous parliez de 3 ans. Nous, les cycles de développement d'un nouveau produit dans l'aéro, c'est plutôt 7 ans. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, donc on a fait une première esquisse, un premier POC justement, enfin plusieurs premiers POC même. Et puis finalement, le produit, là où il évolue le plus et où il est le plus pertinent dans les nouvelles fonctions qu'on va développer, c'est sur les retours du client tout simplement. Et c'est lui tout simplement qui va nous dire bah oui, ça effectivement c'est intéressant, ça attention, ça va pas tenir. C'est beaucoup plus, voilà, c'est plus réel tout simplement par rapport à ce qu'on peut imaginer dans notre bureau. Et eux, sur hélicoptère, au milieu de la graisse, du fuel et du carburant, c'est pas la même chose, quoi. Donc on a eu cette collaboration-là avec le client, et on l'a toujours d'ailleurs. Et petit à petit, en fait, le produit s'enrichit avec les profils qui rejoignent en fait l'aventure au fur et à mesure. Donc au départ, c'était plutôt des experts maintenance de hélicoptères. Et progressivement, on a des gens qui rejoignent plutôt des mécanos, d'autres des spécialistes de communication, des choses comme ça. Et donc le produit, progressivement, il se construit en fait grâce à tous ces profils qui viennent se rajouter chez le client, notamment. On est dans une logique d'open innovation, un peu dans cet esprit d'arriver un petit peu de l'extérieur quand même, par rapport à une problématique de machine. On a un regard, on n'est pas directement dans le cœur des machines. Il y a un regard un petit peu extérieur, et puis il y a cette collaboration très large, très étendue. Ça vous parle, ça, cet esprit d'open innovation, de se dire il y a quelque chose de commun à sortir, et puis on va mettre tous les gens autour de la table et on va développer ensemble? En fait, un des enjeux là, nous qu'on a vécu en interne là, finalement, c'est que la première chose, c'était de dire finalement, vous êtes tous acteurs au quotidien. Et c'est pas que l'automaticien, c'est pas que le concepteur machine, c'est finalement vous avez tout le monde qui est acteur là. Et à un moment, comment on fédère tout le monde de façon à obtenir un résultat cohérent, et puis qu'on aille chercher finalement de la valeur pour l'entreprise, parce que on s'amuse pas, on va pas capter de la donnée pour capter de la donnée. Donc l'intérêt, bien sûr, en logique open innovation, un des enjeux que nous on a eu, c'est de se dire
quelle technologie on prend pour pouvoir répondre aujourd'hui aux besoins identifiés, mais demain, après-demain, et on sait que le monde autour de la data, il va très très vite en fait. Et il est loin d'être mature en fait. Et donc c'est comment, d'un écosystème ou d'une idée de départ, comment on fait pour s'ouvrir et pouvoir garantir que demain, la donnée X ou Y qui va venir de tel capteur qu'on va rajouter sur la machine, comment on va pouvoir l'implémenter et que le système il est capable de s'adapter. Et donc la logique, c'est des réflexions qu'on doit avoir. C'est une discussion avec tous les spécialistes process. On parlait tout à l'heure du cas d'Eurocopter. Nous, on a les mêmes discussions en interne. On met tous les spécialistes process autour de la table. On leur dit, c'est pourquoi, pour vous, c'est quoi demain le captage de la donnée? Quelle information il serait intéressant d'aller capter? Et puis, pour quel usage? Et puis, voilà. Et puis, dire, au lieu de faire un modèle de données pour la traçabilité seulement, on va faire un modèle de données pour la maintenance, pour le process engineering, pour surveiller les paramètres process, pour surveiller la traçabilité, la qualité. Et en fait, finalement, on met un écosystème qui est super riche. Et puis derrière, l'idée, c'est qu'on va l'implémenter sur la machine après, avec tout le travail, avec des automaticiens. Et les automaticiens, une fois s'ils ont été inclus dans les réunions, ils vont comprendre aussi l'intérêt. Donc oui, c'est une open innovation et tous les jours, ça bouge. En fait, l'écosystème, il est surtout pas statique. Et le standard, c'est pas le standard qui va durer 1 an, ça marche pas en fait. C'est clairement un process itératif. Donc, Jonathan parlait de plusieurs POC. C'est rarement bon du premier coup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment que tous les interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs métiers, les interlocuteurs process, les interlocuteurs, le client final, l'utilisateur final, il faut que tout le monde soit impliqué dès le début du projet, puisque c'est en prenant en compte vraiment toutes ces divers requirements ou diverses spécificités qu'on arrive à faire en sorte que le projet réussisse. Et je vais juste donner un exemple, sans citer pour autant de noms. On a fait beaucoup de projets sur de la logistique. Et il y a un projet que j'ai en tête où on a développé un capteur, on avait mis en place tous les éléments de la chaîne, on avait la remontée de la donnée, le traitement de la donnée. Et l'aspect qui avait été omis à ce moment-là, c'était comment on installe et comment on déploie tous ces capteurs sur le terrain, sur des camions qui parcourent la France, par exemple. Et ce point-là a été omis et ça a été un point très dur à traiter en fin de projet, puisque voilà, il fallait installer tous ces capteurs dans tous ces camions ou dans tous ces véhicules. Et tout simplement, ça n'avait pas été pris en compte dès le départ. Et c'est qu'une problématique d'installation. Ça s'est fait après? Ça s'est fait après, oui. Ça s'est fait avec pas autant qu'on voulait, pas aussi rapidement qu'on voulait. Donc c'est pour ça que ce que disait Monsieur Dano est très important. Il faut vraiment impliquer tout le monde le plus tôt dans le process. Ça paraît évident comme ça à dire. Tout le monde se dit on enfonce des portes ouvertes, mais dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Et puis, cette implication de tout un circuit, toute une course jusqu'à la fin du produit. Enfin, il y a beaucoup de... C'est une chaîne qui est très longue, quelque part. Il y a beaucoup d'étages. Oui. Et un assise qui est très large, en fait. Oui. Et puis, en fait, le débat, nous, en fait, chez Renault, on a à peu près, je vais dire, 500 automaticiens, un peu répartis partout. Il faut qu'on les emmène tous. C'est pas de dire qu'on en emmène un. Il faut qu'on en emmène... Il y en a un qui va peut-être le faire le premier, mais qu'il faut qu'il soit démonstrateur pour les autres, pour expliquer. Et en fait, voilà. Et puis après... Quand vous commencez à empiler toutes les couches, vous avez d'autres problématiques sur la verticalité. Donc, il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux organisationnels, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire évoluer. Et puis, profiter de toutes les expériences, être à l'écoute des signaux faibles. Parce que quand je dis signaux faibles, c'est dire quelqu'un qui vous dit attention, là, vous avez oublié ça. Donc, faites attention parce que le message peut être important. Parce que, voilà, on va pas... On est tous très politiquement corrects, on va discuter doucement, on va dire t'as regardé ça? Peut-être pas. Voilà. Donc l'idée, c'est comment on fait finalement au quotidien pour écouter tous ces bruits, tous ces signaux faibles là, qui peuvent être annonciateurs d'une difficulté pour demain et pour le passage à l'échelle suivante et ainsi de suite. Et donc c'est important d'avoir des réseaux et d'emmener tout le monde parce que finalement tout le monde a une idée sur ce qu'on fait, des limites techniques. Et puis quand je dis limites techniques, c'est attention, sur telle machine, on ne va pas pouvoir faire ça, donc qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? Et ça, c'est des éléments qu'il faut avoir toujours en tête et on n'aura jamais un système parfait. Parce que nous, une des ambitions, on n'a pas forcément parlé, mais quand je disais on a 35 000 machines, il faut savoir qu'on en remplace 10% par an. Donc on est parti pour 30 ans sur certaines machines.
Donc en fait, sur une rupture technologique comme celle-là, à un moment, il faut qu'on montre aussi à nos dirigeants que l'écosystème, il est bien. Et ça veut dire qu'il faut aussi s'inquiéter du parc existant pour pouvoir l'équiper, pour pouvoir remonter une logique assez similaire. Et ça mène une assise suffisamment large pour ne pas remettre en cause le standard, en fait. Parce que sinon, vous écoutez le marché, il y a toujours plein de solutions, il y a toujours quelqu'un qui va être intéressé par ce qui se fait dans l'usine d'à côté ou chez la petite start-up qui est à côté de l'usine qui va dire ah, moi j'ai une solution miraculeuse, achetez-la et finalement elle ne rentre pas dans l'écosystème. Et vous parlez de 30 000 machines, il y a certains des cas d'usage que nous on adresse où on parle de millions, voire de dizaines de millions d'équipements à adresser et c'est d'autant plus vrai. On a cette impression avec la fabrication additive où les ingénieurs, les concepteurs ont dû complètement changer leur mode de pensée parce qu'avant, on a toujours fonctionné, on enlève de la matière et tout d'un coup, hop, on part dans l'autre sens, on agrège de la matière. Et on a l'impression avec l'IoT, avec toutes les implications, hein, on va parler du jumeau numérique, du MES, etc. Ce sont des sujets vraiment aujourd'hui qui sont au cœur de l'industrie 4.0. On a l'impression qu'il faut réfléchir presque un peu différemment. Avant, il y avait vraiment une industrie assez compartimentée finalement. Et aujourd'hui, tout s'ouvre. On veut faire de l'interopérabilité entre les machines, entre les services. Et du coup, c'est une façon de réfléchir et de travailler différente. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, au risque de renforcer une autre porte ouverte, il faut casser les silos. Oui, ça on le dit depuis un bout de temps voilà, quand même. Mais avec la transformation digitale, il faut vraiment le faire parce que vous pouvez travailler avec des automaticiens pour développer une solution. Si vos équipes IT ne sont pas impliquées pour remonter la donnée, sécuriser éventuellement la donnée, ça ne va pas fonctionner. Et si derrière les utilisateurs finaux, peut-être les gens du process par exemple, ne sont pas là pour exploiter la donnée, vous aurez dépensé de l'argent pour pas en tirer l'investissement, le retour sur investissement que vous attendiez. Donc il est vraiment dans tous ces sujets-là important de décloisonner, de décompartimenter tous les métiers, parce que voilà le choix ou le besoin de la personne du process qui dit moi, je voudrais que j'ai peut-être 10% d'amélioration sur mon rendement. Eh ben, il a peut-être une implication sur la façon dont il faut faire le capteur, sur peut-être même le composant à choisir dans ce capteur. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes. On dit beaucoup de banalités, mais c'est vraiment omniprésent et très important dans toutes ces problématiques de transformation digitale si on veut passer l'étape du POC et aller plus loin, industrialiser et commencer à faire une mise à l'échelle. Et accessoirement, c'est une partie plutôt agréable à faire quand même, de faire un peu sa liste au Père Noël de telle donnée et telle donnée. On se prend un petit peu à rêver ah ouais, ce serait extraordinaire de pouvoir faire ça. Et bon, on ne fait pas toujours tout, souvent après la liste au Père Noël, il faut faire des choix quand même. Je voulais rebondir encore sur ce qui vient d'être dit, parce que le décloisonnement, moi je suis entièrement favorable, parce que nous on a des usages là où on voit que quand on veut corréler la donnée qui vient du robot, comme vous parliez tout à l'heure d'un robot Fanuc, qui est piloté par un automate de la marque Y, qui est avec un séquenceur de soudure, parce qu'on fait de la soudure, à un moment, si l'ensemble ne se parle pas, vous ne pourrez pas imaginer de faire de la maintenance prédictive parce que vous n'aurez pas l'état de la machine, vous n'aurez que l'état du robot. Et c'est l'ensemble qui compte. Hein. C'est vraiment décloisonner, ça devient primordial après. Et puis vous voulez faire la similitude entre un robot qui est une installation qui est dans une usine 1 avec la même installation qui est dans l'usine 2 et vous voulez comparer par exemple la performance des deux. Si vous avez quelque chose de structuré, vous avez tout gagné en fait. Hein. Vous avez la même application qui tourne pour tout le monde en fait. On parle beaucoup de la donnée depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des nouvelles représentations? Il y a un travail qui est fait sur justement dans la gestion de la donnée, tous ces capteurs qui vont faire remonter des données un peu hétérogènes, enfin qui viennent de tout. Hein. On a des capteurs pour les vibrations là chez vous, on a des capteurs de l'air, de la chaleur, du matériau. Comment on fait coïncider toutes ces représentations et toutes ces données? Oui, c'est un gros sujet, mais ça fait partie aussi de la réflexion aujourd'hui. Comment on va représenter
ces différentes données. On le voit quand vous capturez plein de données qui sont finalement avec des paramètres, des unités différentes. Ça demande une agilité d'esprit assez phénoménale quand même. Alors, allez, je vais commencer parce que en fait le débat là, en fait aujourd'hui, à un moment, j'ai dit tout à l'heure, en fait, nous on a eu la réflexion sur ce qu'on appelle le dictionnaire des données. Oui. Et ça, c'est pour nous en fait les fondations de notre écosystème. Dire qu'aujourd'hui, on ne connecte pas une machine au cloud si on n'a pas eu cette réflexion du modèle de données. Quand je dis modèle de données, c'est dire, par exemple, la variable départ cycle, elle s'appelle bien départ cycle dans toutes les machines, en fait. Qu'elles viennent de n'importe quel fournisseur, qu'elles viennent de typologie. Et si on n'a pas ce vocabulaire unique, on ne fera pas de réconciliation en haut. Le débat de dire, vous m'envoyez vos données, je vais les réconcilier, je vais faire du data cleaning, du cleansing, comme on appelle ça en termes anglo-saxons, c'est une utopie. Vous n'arriverez pas parce que les logiques, elles ne sont pas les mêmes. Et donc, vous êtes obligé de travailler sur de la standardisation. Et si vous n'avez pas cette standardisation, vous ne passerez pas à l'échelle, en fait. Et ça, c'est le passage à l'échelle. En fait, vous avez plusieurs choix dans la vie. Vous avez le choix de dire, je structure en bas, au pied de la machine. J'ai tout travail de structuration. Et après, ça traverse toutes les couches. Ça s'arrête, ça va être utilisé pour faire de la maintenance prédictive. Ça va être utilisé pour faire du MES, pour faire de l'ERP, pour faire du pilotage de production, pour être monté dans le cloud, pour faire de la traçabilité. Si vous avez un écosystème qui est propre, vous allez avoir de la représentation qui est unique. Ça veut dire que vous allez avoir un minimum de ressources pour faire des tableaux de bord. Et ces tableaux de bord-là vont pouvoir être utilisés par une population la plus large possible. Vous pouvez avoir l'autre démarche de dire, finalement, j'ai des données, elles sont en vrac. Bon, on va les donner et puis tout le monde va se démerder après au-dessus. Donc vous pouvez faire ce choix-là, sauf que vous êtes obligé dans ces cas-là de mettre toute une armada de data spécialistes. Alors, data spécialistes, vous avez scientistes, analystes, tous les nouveaux termes, data steward, tout ce que vous voulez, data engineer. Vous avez toute une nouvelle panoplie de nouveaux métiers, sauf que ces métiers-là demandent des compétences qui sont très chères sur le marché. Et donc, en fait, vous allez perdre une partie des bénéfices à vouloir essayer de réconcilier les données qui viennent d'horizons différents. Donc, c'est un choix que nous, on a fait. On a plutôt pris le choix de dire on veut structurer la donnée sortie machine pour pouvoir l'utiliser n'importe comment avec n'importe quelle approche. Et derrière, on va pouvoir standardiser toutes les couches d'utilisation de la donnée, en fait. Et au-delà de la structuration de la donnée, il y a souvent aussi l'enjeu de l'authentification de la donnée. De s'assurer que cette donnée qu'on reçoit d'un capteur X ou Y, c'est une vraie bonne donnée, entre guillemets, et que ce n'est pas une donnée qui vient d'un capteur parasite ou qui a été pollué, modifié, etc. Donc l'enjeu de l'authentification, de la sécurisation de ces données est aussi assez important. Alors quand on parle de capteurs pour faire de la maintenance, c'est peut-être pas complètement dramatique, mais on peut arriver sur des cas d'usage où la donnée est si importante que c'est vraiment un problème de fond qu'il faut traiter dès le départ. Je suis absolument d'accord là-dessus et justement sur le produit qu'on développe, on nous a demandé donc 2 ans après le départ du produit, enfin du concept, de mettre un système de mesure en fait en parallèle pour vérifier et contrôler le capteur comme on est sur des interfaces critiques. Dont dépend en fait la vie des passagers de l'hélicoptère. Et donc ça fait un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure de bien prendre tous les éléments au départ. Donc cet élément-là, on ne l'avait pas pris. C'était une porte ouverte pourtant. Bon, on ne l'avait pas enfoncé. Voilà. Donc effectivement, il y a ça. Et il y a un autre aspect également, vous parliez d'authentification, mais il y a aussi l'acceptation un peu sur l'aspect humain, où il y a certaines données nous qu'on a proposé à certains clients d'intégrer dans le capteur, où ils ont préféré ne pas l'avoir justement pour pas générer un problème d'acceptation vis-à-vis en fait des opérateurs. Et on a préféré diminuer du coup le spectre du capteur. Moi, je voulais rajouter un élément parce qu'en fait, on parle de qualité de la donnée là. C'est vrai que c'est primordial. En fait, nous, on a des exemples là, où en fait, on a mis notre écosystème en place et puis finalement, une fois qu'on a commencé à collecter les données, on a vu que les données étaient incomplètes. Faux positif. Elles étaient incomplètes ou voilà. Et en fait, mais ce qui est pas mal, c'est qu'en fait derrière, ça nous a poussé à créer des outils de contrôle aussi de la donnée pour être sûr que la donnée qui remonte, elle soit d'un bon niveau de qualité. Parce que finalement, au-delà de la structuration de la donnée, en fait, c'est une logique finalement de dire, comme sur votre PC là, vous avez une logique de structuration des fichiers que vous sauvegardez. Mais là, en fait, on a les mêmes problématiques finalement dans le monde de la donnée. Et plus vous avez des volumétries importantes, et plus c'est important de structurer en fait. Parce qu'on ne voyait pas forcément dans ce qui était présenté là, mais nous on a à peu près 1 million de points de mesure. Donc 1 million de points de mesure,
vous imaginez ce qu'on collecte, et si vous n'avez pas un minimum de sémantique, d'approche, parce que si par exemple vous parliez des unités de mesure tout à l'heure, les unités de mesure aujourd'hui elles sont qualifiées. On a des robots qui viennent d'Asie, Fanuc par exemple, ils expriment les positions d'axe en radians, et vous prenez des robots qui viennent de l'Europe, ABB ou KUKA, elles sont exprimées en degrés. Donc si vous n'aviez pas les unités de mesure, vous n'avez rien, vous ne savez pas faire grand-chose. Donc il est important d'avoir les unités de mesure, oui. Donc dans la description, c'est intéressant de l'avoir. Bien. Et juste, ça sera le mot de conclusion. Je vous laisse la parole. Pierre-Yves, allez-y, un petit mot de conclusion. Non, je disais, vous parliez de données, de nombre de données, juste pour donner une petite valeur d'exemple, en parlant plus des clients que ST adresse, mais de ST, je crois que ST, on génère tous les jours quelque chose comme quelques terabytes de données, quoi. Donc, quelques terabytes de données. Donc on le voit, un secteur d'une grande complexité, mais en même temps c'est très excitant. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous apporter votre témoignage. Et puis Global Industrie continue. D'ailleurs, on a un petit message. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette table ronde. Et merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Merci.